Breath of the Wild est déjà un classique. Si comme nous vous traînez un peu trop sur internet, vous avez peut-être lu ou entendu cette phrase, parce qu'elle a été lâchée un certain nombre de fois depuis la sortie du dernier opus de la saga de Nintendo. Une phrase qu'on pourrait même aisément survoler parmi les superlatifs et autres GOTY 2017 qui l'ont accompagnée ces dernières semaines. Mais si on prend le temps de s'arrêter sur l'association de ces quelques mots, qu'on tente de bien cerner comment ils fonctionnent ensemble, il y a de quoi lever un sourcil et quelques interrogations chez le joueur pragmatique comme chez le vidéaste espiègle. D'abord, qu'est-ce qu'un classique? Sur quoi se base un tel statut? Ensuite, est-ce qu'un jeu sorti il y a moins de 2 mois peut déjà en être un? Et enfin, à la lueur des éventuelles réponses à ces questions, qu'est-ce que tout ça nous dit du traitement médiatique du jeu vidéo? Bienvenue dans Game Next Door. Yeah. It's the return of the wild style fashion and smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this and make a clap to this. Alors comme d'habitude, avant de commencer, une petite précision s'impose. Quand on parle de classique, on ne parle pas de jeux dont on dit qu'ils sont classiques, dans le sens habituel, sans grande originalité, ou qui ne sortent pas des carcans de leurs inspirations. Et si ça pourrait certainement être intéressant de savoir si c'est un véritable défaut en soi, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, quand on parle de classique, c'est au sens auquel on l'entend quand on évoque les classiques de la littérature ou du cinéma. Ce sont des œuvres qui ont marqué l'histoire de leur médium pour des raisons diverses et auxquelles on attribue une valeur symbolique, un statut particulier pour les placer un peu au-dessus de la masse. C'est un processus complexe et qui, bien sûr, a l'avantage de nourrir les débats les plus houleux qui soient, et ce, peu importe le médium qu'il concerne. Du haut de ses presque 60 ans d'existence, le jeu vidéo quant à lui a aussi acquis ses classiques. À l'instar des autres médias, chaque classique l'est pour des raisons qui lui sont propres. La première à laquelle nous pouvons penser est celle qui pose un jeu comme un classique parce qu'il a été fondateur dans son approche du game design. Alors il ne s'agit pas forcément d'un jeu qui a inventé un code particulier, mais qu'il a appliqué d'une manière spécifique qui par la suite a été reprise de nombreuses fois. Si par exemple Super Mario Bros n'a pas été le premier jeu à user du scrolling horizontal, c'est néanmoins lui qui a défini la manière de l'employer pour construire la progression du joueur au sein de niveaux plus ou moins linéaires, en révolutionnant au passage la plateforme. Inutile je crois de vous dérouler l'ensemble des titres qui lui ont pompé quelque chose. Un jeu comme The Secret of Monkey Island prend lui sa place de classique parce qu'il a marqué le début de l'âge d'or pour LucasArts et tout le point and click de manière générale, et si encore une fois ce n'est clairement pas le premier de son genre, il a établi un nouveau standard autant au niveau des mécaniques que de l'écriture, d'où son rayonnement par la suite. Enfin, pour faire un petit point FPS, si le premier Doom a sa grande place de classique, le premier Half-Life a imposé une nouvelle façon d'appréhender le genre grâce à sa narration, et System Shock 2 lui a apporté de nouvelles perspectives par son système de jeu hérité d'Ultima. Chacun de ces jeux est fondateur d'une philosophie qui est encore aujourd'hui représentée. Comme nous l'expliquions dans notre vidéo consacrée au genre, tout jeu s'inscrit dans une forme de généalogie que l'on peut remonter, et les grands classiques du jeu vidéo sont en quelque sorte les grands embranchements de ces arbres. Ils ont marqué l'histoire du médium parce qu'ils l'ont bouleversé en lui donnant de nouvelles directions. Mais forcément, un médium ne se construit pas uniquement sur des changements. Il se repose aussi sur des réussites qui lui ont permis de s'élever un peu plus et surtout de se placer dans la culture collective en marquant les esprits et les cœurs. Ainsi, le premier BioShock a en 10 ans trouvé sa place de classique, alors que dans les faits, ce n'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit. Mais son sens de la mise en scène, ses thématiques et ses mécaniques lui ont permis d'accéder à ce statut quand la plupart des FPS de son époque s'engouffraient dans la brèche du Call of et du multijoueur. Bien sûr, son succès commercial n'est pas étranger à tout ça. En sortant sur PC, 360 et PS3, beaucoup de joueurs avaient pu s'essayer au titre, parce qu'effectivement, il n'est pas uniquement question de la qualité intrinsèque d'un jeu, les circonstances ont aussi leur importance. Un jeu qui ne se vend pas et ou ne fait pas parler de lui aura bien du mal à imprégner l'inconscient collectif. Si des jeux comme Beyond Good and Evil, Okami ou le premier Nier ont leur petite communauté d'amoureux, on pourra parler au mieux de jeux cultes, mais pas vraiment de classiques. Pas évident de se placer aux côtés d'un Final Fantasy VII, d'un Silent Hill 2, d'un Mass Effect ou d'un Red Dead Redemption. Autant de jeux qui, malgré leurs défauts respectifs, agissent comme des marqueurs de leur époque. Des classiques qui symbolisent chacun à leur façon une manière d'envisager le jeu vidéo à un moment donné, tout en enrichissant celui-ci. Et pour finir sur ce propos, il serait difficile de ne pas parler d'Ocarina of Time, constamment cité comme le jeu vidéo numéro 1 des top 10 des top 100 des meilleurs jeux du monde et du reste de l'univers, l'aura de ce Zelda n'a jamais diminué depuis maintenant presque 20 ans. En portant la recette de Link to the Past en 3D, l'équipe de Miyamoto l'a transcendé en donnant de nouvelles perspectives au puzzle et une nouvelle dynamique au combat. C'est un jeu qui se place aujourd'hui comme une pierre angulaire de l'histoire du médium, non seulement par ses qualités et ses idées, mais aussi par l'impact qu'il a eu sur plusieurs générations de joueurs.
et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu dépasser cette seule sphère et donner naissance au mythe de la saga Zelda dans la culture populaire, si bien que n'importe quel gamin qui commence à s'intéresser aux jeux vidéo aujourd'hui en entend forcément parler par ses pairs ou ses aînés. Parce qu'au final, il s'agit bien de ça, il n'y a pas de réel critère pour déterminer si un jeu est un classique ou non, c'est une affaire de génération, d'appropriation et de transmission. D'ailleurs, on pourrait par exemple discuter le statut de classique d'un Sonic, d'un Crash Bandicoot ou d'un Tomb Raider, qui sont avant tout des succès populaires. Et ce serait effectivement une bonne idée pour flinguer l'espace commentaire. Mais le fait est qu'il ne revient à aucune institution de choisir les choses, les classiques le deviennent avec le temps, et c'est toujours l'ensemble qui les désigne. C'est une appropriation collective qui prend forme au fil des discussions et des échanges entre les joueurs et même les non-joueurs. Ce qui nous ramène à notre fameux Breath of the Wild. Pour être transparent avec vous, nous n'y avons absolument pas joué. Alors c'est pas forcément l'envie qui nous manque, mais on ne peut pas physiquement jouer à chaque jeu à sa sortie. Mais tout ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'à l'aune de ce que nous avons étayé jusqu'ici, difficile, vous l'avez compris, de considérer ce Zelda comme étant déjà un classique. D'abord comme nous, une grande partie des joueurs ne s'y est pas essayé, et c'est bien normal puisqu'il vient à peine de sortir sur Wii U, une console qui agonise en silence, et sur Switch, une console qui fait déjà grand bruit, mais qui n'a même pas encore passé son premier Noël. Il semble donc audacieux de qualifier de classique un jeu que si peu de joueurs ont pu tripoter et éventuellement s'approprier. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, comment prétendre juger de l'impact culturel d'une œuvre seulement quelques semaines, voire quelques jours après sa sortie? Parce qu'en vérité, c'est Breath of the Wild, mais ça pourrait être n'importe quel autre titre. Lâcher qu'un jeu est un classique un mois après sa sortie, c'est oublier tout le recul nécessaire à la chose. Et si on peut effectivement s'accorder que c'est aussi un peu une formule destinée à attirer l'internaute papillonnant, il n'empêche que cette simple phrase illustre assez bien la façon dont on traite du jeu vidéo, en tout cas dans les médias les plus suivis. Depuis le début du mois de mars 2017, nous avons pu assister à une course à la hype d'une intensité assez inédite. Entre Horizon, Zelda, Nier, Mass Effect, Nioh et Persona, on ne savait plus où donner de la tête, perdu entre les 9 sur 10 pour certains et les bugs d'animation pour un autre. Une espèce de cacophonie d'éloges s'est abattue sur l'internet, poussant certains jusqu'à comparer cette année 2017 à la mythique année 1998 et tous ses grands classiques. Encore une fois, il faut prendre ce genre de déclarations pour ce qu'elles sont. Souvent balancées à la cantonade dans un élan d'enthousiasme un peu trop baveux, elles n'ont de la valeur que pour ceux qui veulent bien leur en donner. Cependant, elles traduisent assez bien cette tendance à toujours traiter du jeu vidéo à chaud. Et tout le monde participe à cette culture, les éditeurs, les journalistes et les joueurs. Les industriels s'attachent à toujours nous faire rêver avec ce qui arrive, les journalistes enchaînent news, previews et tests jusqu'au jour J, et nous les joueurs relayons tout ça sur l'internet, à coups de petits commentaires, de photos de boîtes de jeux et de vidéos de let's play ou de reviews pour les plus acharnés d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment abordé dans notre vidéo sur les notes parce que ça concerne finalement plus largement les critiques et les tests, mais l'instantanéité de ces avis fait qu'ils passent forcément à côté d'angles et de nuances que seul le temps permet d'entrevoir. Par exemple, prenez Dark Souls. Si certains d'entre vous en ont marre d'entendre toujours parler de ce titre, c'est justement parce qu'avec le temps, il est en train de prendre sa place de classique dans la culture jeu vidéo. Demon's Souls a posé les bases de la recette, mais c'est bien Dark Souls premier du nom qui rayonne aujourd'hui. Le jeu n'a pas été un échec commercial, mais c'est avec le temps qu'il s'est forgé sa réputation, au-delà du simple délire masochiste que certains veulent bien lui prêter. Pourtant, à l'époque de sa sortie, si le jeu a été très bien reçu, personne n'est allé crier au classique, on a juste parlé d'un grand RPG qui tranchait avec le reste de la production habituelle. Mais il était impossible d'envisager l'influence que le jeu a eue par la suite, sur les joueurs et sur les créateurs. Derek Yu, l'auteur de Spelunky, a par exemple déclaré dans Edge que le jeu avait réanimé en lui sa passion pour le jeu vidéo. On ne compte d'ailleurs plus les jeux indépendants qui s'inspirent plus ou moins largement du jeu de From Software et les AAA qui tentent de s'y frotter. Et pour boucler la boucle avec Breath of the Wild, il a eu aussi droit à ces petites comparaisons avec Dark Souls, à tort ou à raison, dans certains tests qui lui ont été consacrés. Ainsi, en ne s'autorisant qu'à juger les jeux au moment de leur sortie, on se prive d'une recontextualisation pourtant nécessaire pour mieux envisager leur place dans le paysage vidéoludique, parce qu'un contexte ce n'est pas seulement ce qui précède, mais aussi ce qui suit. Que reste-t-il aujourd'hui de BioShock Infinite, acclamé à sa sortie? Que reste-t-il de Little Big Planet, ou même d'un Skyward Sword? Et que restera-t-il de The Last Guardian dans 5 ans, dans 10 ans, alors que 6 mois après sa sortie, tout le monde semble déjà avoir oublié le supposé chef-d'œuvre de Fumito Ueda? S'enfoncera-t-il dans les abysses de la mémoire collective, ou sera-t-il considéré comme un jeu avant-gardiste par les joueurs de demain? Et dans la série des jeux de 2016, on aurait pu citer Battlefield 1, Titanfall 2, voire même Dark Souls 3. Bien sûr, l'idée c'est pas de dire qu'il ne faut plus d'avis donné à la sortie des jeux, mais on peut s'attrister de voir si peu de retours critiques et élaborés chez les grands médias sur des jeux sortis il y a 2 ans, 5 ans ou 10 ans, sans tomber dans le rétro gaming, et à l'inverse de voir des jeux érigés au statut de chef-d'œuvre ou de classique instantané 2 jours après leur sortie officielle.
Et c'est d'autant plus problématique dans une industrie comme celle du jeu vidéo, où il est impossible pour une immense majorité de la population de profiter ne serait-ce que des gros titres qui font l'actualité. D'abord, et nous l'avons déjà évoqué dans la chronique, tout le matériel nécessaire pour jouer est loin d'être hyper accessible. Tout le monde n'a pas une Wii U, une PS4 et un bon gros PC. Si vous regardez les quelques titres sortis ces derniers temps, il faut avoir accès à au moins 2 de ces plateformes pour s'y frotter. Et puis si ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de temps. Je me suis amusé à aller sur How Long to Beat pour voir le temps moyen nécessaire pour finir en ligne droite les 5 gros jeux sortis dans la période, il faudrait environ 130 heures, sans compter Persona 5 qui pète un peu les stats. C'est clair qu'avec un petit job, une vie sociale et éventuellement un gosse ou deux, c'est pas évident de trouver 130 petites heures dans son emploi du temps. Et forcément, avec les années, les supposés classiques qu'on a loupés s'accumulent. Et il suffit d'un brin de lucidité pour admettre qu'il ne nous sera jamais possible de rattraper le retard qui s'enlise dans nos bibliothèques Steam, rempli de bonnes intentions et de jeux soldés. Impossible donc de s'approprier tous les jeux qui ont modelé l'histoire du médium sans l'aide d'autres joueurs. Et c'est là que le retour critique sur des jeux passés prend toute son importance, parce que ce sont bien des discours recontextualisés qui permettent au plus grand nombre de comprendre l'histoire du jeu vidéo. Si on ne peut pas complètement intégrer les forces d'un jeu sans y jouer, on peut néanmoins largement envisager en quoi il peut être marquant, innovant ou original par les retours d'autrui. Et c'est quelque chose qu'on voit assez bien sur YouTube, mais qui commence à peine à s'intégrer dans les lignes éditoriales des gros sites et magazines spécialisés. Et encore une fois, tout le monde est un peu responsable de la cacophonie à chaque sortie de jeu qui nous fait oublier le dernier sorti. Et ça se comprend, le jeu vidéo est encore un milieu très dynamique où il y a plein d'innovations et d'expériences nouvelles. Mais les avis à chaud et autres tests sans spoiler ne couvrent pas tout ce qui peut être dit. Et même bien des années plus tard, un jeu peut toujours nous en apprendre, voire nous surprendre. Et en se posant un peu devant tel ou tel jeu sorti il y a quelque temps, on peut envisager de nouveaux angles par la recontextualisation. Peut-on commencer à entrevoir l'impact de l'émergence du jeu indépendant en 2008 ? Comment le jeu vidéo japonais et occidental se sont influencés l'un l'autre pour arriver au titre d'aujourd'hui ? Ou encore, dans quelle mesure des pratiques comme le let's play ou le streaming ont influencé les créations vidéoludiques. Autant de discours qui sont encore à construire pour nourrir notre vision collective du jeu vidéo. Quant aux classiques, ils sont des repères que l'on épingle ensemble pour justement mieux échanger autour de cette vision. Et en dépassant le fanboyisme mal placé et en les prenant dans leur contexte, ils nous démontrent non pas pourquoi le jeu vidéo était mieux ou moins bien avant, mais grâce à quoi il est devenu ce qu'il est. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, on espère qu'il vous aura apporté de quoi nourrir vos réflexions. Il y a sûrement des choses qui méritent d'être mentionnées dans les commentaires, et on vous fait confiance pour apporter votre petit grain de sel à tout ça. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, allez faire un tour sur notre page Tipeee pour nous donner un petit coup de pouce si vous le pouvez. On a pas mal de sujets en stock et on est impatient de pouvoir vous montrer tout ça. A bientôt donc, et cœur sur vos manettes. Ready for a miracle? Are you ready for